Salut tout le monde, je suis Edem Agbeignan, directeur Afrique de EduPass, agence française spécialisée dans la mobilité internationale, et je suis dans la nuit. Salut monsieur Agbeignan, comment vous allez? Je vais bien. Moi aussi, ça va très bien. Est-ce que vous permettez que je vous tutoie? De toutes les manières, je tutoie Dieu, donc vas-y. Comment tu vas? Bien, bien. Et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis content de t'avoir dans mon émission. Ça fait plaisir parce qu'on va parler d'un sujet très important qui concerne les études à l'international en général et aussi vous particulièrement parce que vous intervenez, vous êtes un acteur clé de ce domaine-là qui aide les étudiants qui ont envie de réaliser leur rêve d'étudier en France à aller poursuivre les rêves de ce côté. Voilà. Mais la question que j'ai à poser directement, pourquoi aller en Europe pour les études? Déjà, moi, je suis honoré de me retrouver dans ce cadre aussi parce que beaucoup d'étudiants qui rêvent d'étudier à l'étranger, d'étudier en Europe en l'occurrence, ils sont dans la nuit à chercher les informations. Donc, merci beaucoup. C'est de bonne guerre que je vienne là où ils sont pour passer la bonne information, les édifier et leur permettre de faire des procédures plus fluides. Donc là, pour aller dans la réponse à tes questions, pourquoi étudier à l'étranger, pourquoi étudier en Europe, c'est tout comme demander pourquoi chercher même à étudier. Alors, on étudie pour avoir un bagage, pour avoir une formation, pour s'enrichir et pouvoir après reverser ce qu'on a appris dans la vie de tous les jours, pour le bien de son pays, pour le bien de sa société. Et étudier à l'étranger ou étudier en Europe va juste dans le même sens où les gens sont à la quête d'un niveau de formation, d'une qualité de formation. Donc, cela s'impose. Dans votre argumentaire, dans votre réponse, vous dites deux choses. La première, c'est étudier à l'étranger et étudier en Europe. Vous n'avez pas assimilé les deux, vous avez différencié. Je peux dire étudier à l'étranger, pour moi, se retrouve dans le cadre large et étudier en Europe va dans un cadre beaucoup plus précis parce que, oui, on est dans des pays où on voit l'Europe déjà comme le modèle société réussi. Et si on veut implémenter des choses réussies chez nous, on veut apprendre là où ça a déjà réussi pour pouvoir reverser et pour pouvoir dupliquer les mêmes modèles chez nous. Donc c'est pour ça que je pars du général, étudier à l'étranger, pour venir au particulier, étudier en Europe. Pourquoi précisément quand on parle d'Europe, ce qui ressort souvent, c'est surtout la France. Pour le ressortissant de pays francophones, n'allons pas chercher loin. Même notre système éducatif au Togo est calqué sur le modèle français. Donc, la langue dans laquelle on fait ce podcast, c'est le français. Donc, c'est pour ça. Sinon, l'Europe, c'est pas que la France. Il y a aussi cette situation où quand les gens, puis on parle de France, quand les lycéens, ils arrivent à avoir leur bac, il y a cette procédure-là qui dans combien de pays? Campus France, c'est dans combien de pays déjà? Campus France est dans beaucoup de pays. Oui. Je n'ai pas le chiffre exact, mais déjà beaucoup de pays où il y a l'ambassade de France. Campus France s'y retrouve. C'est un mécanisme d'État français qui gère toutes les entrées estudiantines sur la France. Donc partout il y a procédure d'études vers la France, il y a Campus France. La question, c'est beaucoup de gens, beaucoup d'élèves, de parents d'élèves, excuse-moi, je dois dire ça, de parents d'élèves, après le bac de leurs enfants, bac ou licence, cherchent à envoyer leurs enfants en France, surtout pour les gens qui sont en Afrique de l'Ouest, comme on a dit, en Afrique francophone, comme on a dit, et ils négligent d'autres destinations. Comme je dis ça, quand je dis ça, je parle de pourquoi obligatoirement la France et pas des pays comme des pays de la sous-région, comme le Sénégal, comme le Rwanda, comme ces zones-là. Comme je l'ai dit, c'est une question de perception de la société, c'est une question de stéréotype aussi parfois. Mais si on veut chercher à trouver les causes, en premier lieu, on va prendre en compte le fait que notre système, de la plupart des pays francophones, le modèle
éducatif, comme je l'ai dit tantôt, est calqué sur le modèle français. Donc parfois, on a juste tendance à vouloir chercher l'original après avoir été un peu dans la copie. OK ? Et l'autre chose, c'est la France a été pendant longtemps la métropole de beaucoup de pays. Du coup, voilà. Il y a ce lien-là qui est toujours présent et duquel on souffre souvent de se dissocier. Du coup, parfois, c'est de bonne guerre. Maintenant, derrière, oui, c'est une réalité que de penser autre chose parfois parce que par rapport à ce que tu veux faire comme formation, par rapport à ton profil, parfois c'est faire une mauvaise route que de vouloir forcément aller étudier en France. Donc ça dépend du profil, du type de formation que la personne recherche, mais aussi de la capacité de la personne. Parce qu'étudier en France, ça demande des moyens, ça ses exigences que tout le monde ne va pas forcément respecter ou bien pouvoir tenir. Du coup, il faut savoir ce dans quoi on se jette. J'aime dire souvent aux gens que tout le monde veut avoir un iPhone 15, mais tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un iPhone 15. Donc parfois, il faut prendre en compte ton profil, il faut prendre en compte tes capacités, tes moyens avant de programmer, rentrer dans un projet. Parce que étudier à l'étranger, c'est faire un projet. Et un projet ne peut pas être fait sans tenir compte de tes forces et tes faiblesses. Il y a une question qui me trottait dans la tête. Ce n'est pas plus une question d'information. Parce que je me dis, si tout le monde veut choisir la France, alors qu'il y a des destinations, c'est quoi le mot? Des destinations d'à côté, je veux dire, hein, des destinations locales de la sous-région. Ce n'est pas une question d'information que ces gens-là ne sont pas bien informés par rapport aux études qu'ils ont. Alors, en fait, ce qu'ils vont aller chercher en Europe, peut-être qu'il y a ces formations-là aussi dans la sous-région, dans des pays qui ont pris de l'avance dans le secteur éducatif comme le Sénégal, par exemple, ou comme le Rwanda, par exemple. Oui, je suis parfaitement aligné sur ce que tu dis, mais je mets ça sur le dos des stéréotypes, premièrement, et parfois on a tendance en Afrique francophone, surtout parce que j'ai fait la même remarque, que c'est en Afrique francophone qu'on a tendance à vouloir forcer vers une destination, alors qu'on doit pouvoir partir de critères autres que juste le côté, oui, France métropole, pour vouloir forcément continuer les études. Il y a plein d'opportunités. Et ça revient encore au profil, au type de formation et aux capacités. Parfois, tu as cité Sénégal et Rwanda. Parfois, c'est juste la Tunisie à côté qu'il faut valider. Parfois, c'est le Maroc qui n'ont rien à envier à certaines destinations, mais qui, en termes de formation, niveau bien relevé. Parfois, c'est même le Kenya. Parfois, c'est le Ghana. Parfois, c'est le Burkina. Il faut commencer quelque part et il faut prendre en compte un certain nombre de facteurs et c'est pour ça que c'est important de passer par l'orientation, le profilage même et l'orientation qui te permet de savoir ce dans quoi effectivement tu veux être. Une question genre plus récurrente encore est celle même de la formation à faire. Je connais beaucoup de parents qui... Parce que l'enfant a fait la série D, on veut qu'il soit médecin. Je ne sais pas combien de familles de Lomé dans laquelle on ne retrouve pas une maman qui veut impérativement que son enfant fasse médecine parce qu'il a fait la D. Alors que cet enfant-là, en vrai, quand on étudie son profil, c'est peut-être la gestion, c'est peut-être autre chose qu'il lui faut faire et s'épanouir, véritablement devenir quelqu'un d'accompli, au lieu d'aller forcer une formation dans laquelle il ne va pas se retrouver et voilà. On va lui dire qu'il a fait la D, donc il doit faire biologie. En fin de compte, il finit, il fait une maîtrise en biologie, un master en biologie, il ne sait pas ce qu'il va faire avec. Il n'a pas envie de devenir professeur. Il va faire géographie parce que oui, il avait de bonnes notes en géographie, tu vois un peu. Et après, les étudiants, ils se perdent. Donc là, il faudra un travail sérieux de profilage, mais aussi d'orientation, un peu plus poussé que ce qu'on fait déjà. Et ça permet à chaque étudiant de se retrouver. Et ça peut commencer même depuis la classe de seconde.
Et le temps de finir le lycée, l'étudiant a plus de, je veux dire, de précision sur ce qu'il lui faut faire. Voilà. Tu parles de ça, ça me touche particulièrement. Parce que moi, après mon bac, Tu t'es un peu baladé. je me suis baladé entre griffes, je dirais, même si je considère que j'ai appris, c'est ce qu'on dit pour se consoler, je me suis baladé pendant 4 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On a tous connu un peu ces histoires et c'est pour ça que je dis aujourd'hui souvent aux parents qu'il ne faut pas parfois attendre le bac même pour chercher ce dans quoi. Même si tu veux faire un projet d'études à l'étranger, il faut commencer pendant que tu es en terminale. Sinon, tu risques de faire un an, comme j'aime dire, une année de recherche. Un bac plus un en recherche où tu te balades, mais c'est parce que tu cherches la formation et la destination que tu vas prendre par la suite. Moi, je me pose une question par rapport à ça. Ce n'est pas plus la question d'orientation, ce n'est pas plus un problème du système éducatif africain que des parents. Parce que là, vous parlez des parents, vous parlez de ce qu'ils doivent faire et tout ça, mais vous ne parlez pas du système éducatif. Parfois, et ça c'est culturellement prouvé chez nous, les parents parfois même disposent des coachs scolaires, parce qu'on en a de plus en plus au Togo, et parfois même, il y a des structures qui sont prêtes à accompagner le parent dans le travail d'orientation. Mais le parent veut que son enfant fasse ceci. Il a toujours rêvé que son enfant deviendra comptable. Donc, il veut que l'enfant fasse comptabilité. Alors que quand on voit le profil de l'étudiant, le parcours, tout ce qu'il a fait comme background, il ne se retrouve pas en comptabilité. Donc, oui, il y a un travail à faire au niveau du système, mais même avant ça, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont prêts à travailler auxquels on ne fait pas recours. Et ça se retrouve dans beaucoup de domaines. Orientation, Campus France. On sait que pour étudier en France, il est impératif de passer pour les pays francophones ou les ambassades françaises. Une ambassade, c'est ça? Je ne me trompe pas. Ben, dis ambassade. Elles sont installées. Il est impératif que l'étudiant passe par Campus France. Et selon mes informations, on postule d'abord. Oui, en fait, pour étudier en France, il y a 2 procédures. Il y a la procédure publique qui est gérée de bout en bout par Campus France et Parcoursup. Mais comme je l'ai dit, Campus France gère toutes les entrées estudiantines sur la France. Donc, pour avoir une place dans une université publique, il faut soit faire la procédure Campus France. Campus France a une plateforme dédiée où sont recensées toutes les universités de France. Il faut faire une procédure, renseigner d'abord la plateforme, ensuite aller à un entretien à Campus France, motiver sa candidature, présenter son projet d'études et son projet professionnel, et ensuite vient l'étape du traitement de ta candidature par les universités. Tu peux avoir des réponses positives ou négatives. Et en fin de compte, quand une ou plusieurs universités t'acceptent, tu fais ton choix. Et au bout du choix, Campus France te délivre l'accord préalable d'admission. Donc ça, c'est la procédure classique publique. Et pour les étudiants en terminale, dans certains programmes et pour certaines formations, il y a la possibilité de faire la procédure Parcoursup, ou aussi des universités publiques et des écoles, des classes préparatoires grandes écoles, permettent aux étudiants internationaux de postuler et d'avoir des admissions. Bien évidemment, ces admissions devront être reversées sur Campus France et pour avoir l'accord préalable et faire la procédure consulaire. Donc ça, c'est la procédure publique. À côté de ça, il y a la procédure privée où l'étudiant peut directement postuler dans les écoles privées. Une fois que l'étudiant passe la procédure d'admission des écoles privées et qu'il a son admission, l'étudiant reverse l'admission sur la plateforme Campus France en étant dans l'onglet « Je suis accepté ». Et à la suite du traitement, Campus France va naturellement vérifier la véracité de son admission, si c'est l'école elle-même qui lui a délivré l'admission, si le diplôme auquel la formation, qui sanctionne la formation a
une reconnaissance étatique. Et Campus France vérifie un certain nombre d'informations avant de délivrer en fin de compte l'accord préalable. Donc, il y a la procédure publique, la procédure privée. Et la procédure publique se déroule dans un timing donné. Okay? La plateforme s'ouvre et ferme. Donc, quand tu es, par exemple, en projet pour une année, il faut postuler l'année qui précède. Donc, en fin d'année qui précède, autour d'octobre-novembre, la plateforme s'ouvre et ferme entre février et janvier-février selon les pays et selon les formations. Et quand les universités répondent, la procédure publique, elle est close. Et la procédure privée continue et Campus France, suivant les pays, fixe les dates limites dans lesquelles on peut encore recevoir les admissions en provenance d'écoles privées. Donc là, pour les écoles privées, ce qu'on conseille, c'est de faire attention à l'école. Si l'école elle-même, elle est bien reconnue, parce que oui, c'est pas parce qu'il y a un site internet qui dit www.naninana que c'est une école qui est véritablement implantée en France. On est en Afrique, on n'a pas forcément les moyens de vérifier un certain nombre de choses avant de s'y jeter. Deuxième chose, est-ce que le diplôme que la formation donne enfin a la certification qu'il faut? Il faut toujours vérifier. Il y a pour les écoles privées une question de la compte aussi, parce qu'il faut payer une partie de la scolarité avant d'avoir l'admission définitive. Il faut faire très attention pour ne pas tomber dans n'importe quel piège. Parfois, les gens se retrouvent à payer la compte pour des écoles qui ne sont pas accréditées. Après, on leur dit que ce n'est pas remboursable et tout, et tout, et tout. Donc, il faut faire attention dans la procédure privée. Il y a des écoles privées qui sont connectées sur la plateforme Campus France. Donc, c'est des écoles qui ont une belle référence et vers lesquelles on conseille même d'aller au lieu de chercher soi-même des écoles n'importe comment. Mais comment arriver à savoir si une école elle est authentique dans le sens où c'est vraiment une école vérifiée par l'État sur la plateforme Campus France, ou bien quand on est dans les recherches? Alors, les bureaux de Campus France sont toujours ouverts, où chaque étudiant qui est en procédure vers la France peut se diriger vers Campus France. La plateforme Campus France aussi, elle est là pour renseigner les écoles connectées sur l'espace Campus France. Donc, vous pouvez retrouver facilement dans la liste des écoles connectées, selon votre formation. Voilà, c'est des listes qui sont disponibles. Et aussi, ce qui est facile à vérifier, c'est quand il faut surveiller le titre du diplôme, surtout pour les licences, les masters et autres. Il y a un répertoire national de la certification professionnelle donc, qui renseigne les écoles, les titres, si les titres sont actifs ou pas. Tu sauras si le diplôme que l'école délivre a un titre RNCP actif. Donc, si le diplôme n'est pas référencé au niveau du répertoire national de certification professionnelle, ce n'est même pas la peine. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui permettent à chaque apprenant de chercher, de vérifier l'information. Je vais essayer de récapituler un peu. Quand vous avez votre bac et que vous avez l'ambition de continuer vos études en France, il y a la plateforme Campus France qui vous permet de postuler pour des universités en France. Public, excuse-moi. Et même sur Campus France, il y a des écoles privées qui sont connectées. Que Campus France vous incite à aller vers qui Campus France vous incite à aller? Parce qu'ils ont vérifié. Ils ont vérifié. Les écoles sont labellisées et là, c'est garanti. C'est ça. Et il y a les écoles privées chez lesquelles vous pouvez postuler directement hors Campus France. Maintenant, quand vous aurez payé, parce qu'il faut payer avant d'avoir une admission, c'est ce que vous avez dit, et quand vous aurez payé, vous aurez une admission que vous devez soumettre à Campus France et Campus va vérifier vraiment si l'école est accréditée par l'État. Maintenant, pour pousser plus loin dans les recherches, il est très important pour vous aussi d'aller sur le site sur le répertoire national de certification professionnelle. RNCP. C'est sur Internet, vous tapez et vous voyez, vous demandez à l'école qui n'est pas connectée à Campus France si c'est quoi le code de son diplôme. Voilà. Et là, vous tapez sur le site, si c'est vérifié, ça peut être une source de crédibilité pour un début, mais ça ne... De toutes les manières, il faut se fier à ce que Campus France vous dira.
quand vous serez... et même quand un étudiant trouve une école, l'étudiant peut se rapprocher avant de faire des paiements ou de faire quoi que ce soit. L'étudiant peut se rapprocher du bureau de Campus France pour demander, à savoir, voilà, les bureaux de Campus France sont disponibles pour tout ça. Sur Campus France, généralement, parce que on sait, c'est comment dire, c'est des procédures qui sont publiques et Campus France en fait vraiment la promotion parce que ça promeut vraiment l'éducation française au-delà de ses frontières. Et quand ça commence et quand les gens postulent, on a souvent des réponses qui sont négatives ou des réponses positives. C'est comme dans tout concours, il y a pas aussi. Mais il y a souvent, je reviens en arrière par rapport à ce que je dis actuellement, c'est les réponses qui reviennent souvent, c'est par exemple le manque de place, la formation non adaptée à tes études antérieures et beaucoup d'autres raisons. Déjà, j'ai 2 questions par rapport à ça. La première question, où est-ce qu'on peut vérifier que une formation a tel nombre de places avant de postuler? Normalement, même sur la plateforme, quand tu veux postuler, tu as des éléments qui te renseignent là-dessus. Mais ce qui est le plus important à savoir, c'est que tout le monde ne pourra pas aller étudier en France. Donc, c'est une question de profil. La France aussi, elle a une demande énorme. Et naturellement, ce sera au plus méritant qu'on va accorder les places. Et ceux-là qui ne seront pas acceptés sur Campus France doivent, s'ils ont un projet professionnel et projet d'études cohérent, chercher d'autres destinations, d'autres pays de formation dont les critères cadrent mieux avec leur profil. Et ça permet quand même à l'étudiant d'aller au bout. Parfois, il faut commencer quelque part avant de continuer sur la France. Parfois, il faut commencer quelque part avant. Comme je l'ai dit, ça peut être au Sénégal, ça peut être en Tunisie, ça peut être au Maroc. Il faut commencer parfois quelque part. Et à faire ça, peut-être que l'étudiant va remettre son profil étudiant à l'endroit, ce qui va le rendre plus intéressant pour... Campus France. Pas Campus France, mais les universités. Connectées à Campus France. Voilà. Et donc, les universités auront plus d'intérêt à les accepter. Ça me rappelle exactement ce que tu viens de dire. Ça me rappelle une amie. Je pense qu'elle a postulé Campus France, ça n'a pas marché. Elle est partie au Sénégal pour faire sa licence. Et maintenant, elle a postulé pour Campus France depuis le Sénégal. Elle est partie en France pour faire son master. Tu as tout compris. Elle a tout compris. Ses parents ont tout compris. Et bon, c'est le travail que beaucoup d'étudiants devraient faire. Chercher... c'est un projet. Parfois, on n'atteint pas tout de suite la cible. Il faut contourner. Il faut passer par une première étape, valider la première étape avant de tomber sur la seconde qui te mène vers la cible. Donc, parfois, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Quand tu postules et que tu n'as pas gain de cause, il faut d'abord choisir ce qui cadre avec ton profil et ensuite, tu pourras te remettre sur les selles. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves, quand ils postulent, les étudiants surtout, quand ils postulent pour Campus France, je prends un cas où la personne postule pour faire la licence, par exemple. La licence... il vient d'avoir sa licence, mais il veut postuler au master. Moi, on lui dit de revenir à L3. D'accord? La personne, par exemple, postule en L3, mais n'est pas acceptée par les universités. Au lieu de chercher d'autres moyens, comme on l'a dit, par exemple, aller sur d'autres horizons pour pouvoir continuer les études et avoir le bon profil pour t'accepter plus tard, ils s'asseyent et disent, bon, peut-être que cette année, ce n'est pas la chance. L'année prochaine, je vais postuler encore. Alors que l'année prochaine, il aura un profil moins intéressant parce qu'il aura une année sans études qui va se retrouver dans son curriculum. Et puis voilà, ça peut encore être un motif de rejet de sa candidature par les universités. Par rapport à ça aussi, les gens disent que ce qui est déterminant dans le processus Campus France, c'est la lettre de motivation.
que dans le cas où les profils sont pareils, ce qui fera choisir. Parce que je sais, personne n'intervient dans le choix des universités. Ils sont vraiment autonomes. Mais est-ce que cette information bien, qui circule tout le temps, elle est vraie? Bah, si tu étais une université et que tu as 50 candidatures, que tu as 15 places disponibles et que sur les 50 candidatures, tu as 25 qui s'égalent, tu utilises quoi comme critère pour filtrer? Je vais donner la réponse. Motivation. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, dans la procédure Campus France, il y a une étape qui est prépondérante. C'est l'entretien, mais aussi comment tu motives ta candidature. Et Campus France, heureusement, avec ses équipes, fait une séance de formation, des séances d'information. Il passe chaque année les informations utiles pour chaque candidat, pour que les candidats puissent remplir et passer leur procédure dans les normes. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a beaucoup de tutos qui sont disponibles. Il ne faut pas suivre tout le monde aussi parce que, oui, tout le monde ne peut pas s'improviser spécialiste de Campus France, alors que Campus France est dans vos pays. Donc, parfois, il faut faire le pas. Il faut aller vers Campus France et avoir les bonnes informations pour pouvoir avoir sa chance. Est-ce que par rapport aux bonnes informations, les cabinets de coaching pour aider les gens à avoir les acceptations sur Campus France, est-ce que c'est des choses qui sont conseillées? Il y a tout dans ce monde-là. Il peut y avoir des bons, il peut y avoir des moins bons, il peut y avoir des faux, des mauvais. Donc, la jugeote et le choix, avant de faire un choix, il faut quand même soi-même tourner autour et puis avoir le bon discernement pour savoir ce qu'il faut choisir. Moi, je ne vais pas dire là, maintenant qu'il faut ou ne pas, mais les informations sont disponibles. Quand tu sais chercher, tu vas trouver. Je suis la Timothée Lawson. J'ai poursuivi la Campus France. J'ai été accepté. On dit Hoye. Personne ne sait. On doit cacher le départ. On doit cacher le processus. Maintenant, je mets cette introduction parce que c'est là où vous intervenez. Évidemment. Je suis en train de poser la question à un moment donné. Bon, est-ce que finalement il me prend pour un agent de Campus France ou bien est-ce qu'à la fin, on va finir par parler de ce que je sais faire? Bien sûr, on parle de ça. Il faut, parce qu'il faut des étapes quand même pour arriver chez vous. Bienvenue alors. Merci. Donc, je viens chez vous. Vous êtes ce qu'on appelle, vous appelez, votre entreprise s'appelle Edupass, qui est une agence française spécialisée dans la mobilité internationale des étudiants. En gros, vous aidez les étudiants qui veulent étudier à l'étranger, en l'occurrence la France, à continuer les études en leur fournissant un certain nombre de justificatifs. La première question que j'ai par rapport à ça, pour étudier en France, quels sont les justificatifs qu'il faut avoir? Alors, bienvenue chez moi, parce Merci. que là, tu es au cœur de mon activité. Effectivement, Edupass intervient pour les étudiants qui ont déjà validé une admission sur Campus France, obtenu l'accord préalable de Campus France et qui rentrent dans la procédure consulaire. S'il te plaît, est-ce possible d'aller en français facile? C'est quoi accord préalable d'inscription? C'est-à-dire, tu as une admission sur Campus France. Campus France vérifie l'admission. Le document que Campus France va te donner pour prouver que ton admission a été vérifiée par Campus France et tout, c'est l'accord préalable d'inscription. Ok. Donc, j'ai toujours parlé le même français qui n'est pas facile, mais j'ai expliqué le dit de pour le dit. En gros, laissez-moi y être pour ceux qui. En fait, je vais vous mettre à la place. Vous êtes Edupass, moi je viens chez vous pour des informations. D'accord? Donc, ça veut dire que quand je m'inscris sur Campus France et que je suis à cette université, le Campus France vérifie vraiment l'acceptation et me délivre un papier qui prouve vraiment que quelque part je suis déjà inscrit dans une université en France. C'est ça? Le papier là fait un peu le récapitulatif en précisant ton nom et toutes les informations. Ensuite, sur le même papier, il est précisé l'école dans laquelle tu vas, ta date de rentrée, la date de rentrée tardive autorisée, le nombre d'années de formation,
Donc, toutes les informations liées à ce que tu as fait à Campus France, l'accord préalable d'inscription est comme un résumé qui te permet maintenant de passer à l'étape consulaire. Ok. Donc, et on sait que c'est l'étape la plus cruciale. Oui et non. Oui, et la procédure d'admission n'est pas négligée. Oui, non il n'est plus. pas négligé, non. Donc, si tu n'as pas l'admission, tu ne ramènes pas au visa. Bien sûr, puisque... Non, je parle des résultats parce que là, on va te dire que tu as l'accord d'inscription. Ça veut dire que ça va. Maintenant, c'est bon. Campus France a dit, oui, monsieur, vous êtes inscrit tranquillement. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure, qui est l'étape consulaire. Maintenant, la question revient toujours. Donc, il faut, pour passer à l'étape consulaire, il faut obligatoirement l'accord de Campus France, qui est l'accord par la description. Et quoi d'autre? Alors, naturellement, comme toutes les destinations au monde, quand tu vas aller étudier dans un pays, et en France en l'occurrence, il faut que tu justifies que tu as les moyens d'aller étudier en France. Donc, l'État français a facilité les choses. J'arrive encore. Ben si. C'est l'argent. Allons dans le concret. En disant tu as l'argent qu'il faut pour étudier en France. Et l'État français a facilité les choses. L'État français a évalué le coût de vie d'un étudiant. Et l'État français s'est rendu compte que pour tenir comme étudiant en France, il faut au moins chaque mois 615 €. Donc, il faut chaque mois disposer d'au moins 615 €. En francs CFA? Ça fait 404 000 francs CFA. D'accord. Donc, quand tu veux postuler pour le visa, l'État français veut que tu prouves que tu as 404 000 fois 12 mois de l'année. Puisque c'est un visa d'1 an, c'est le premier visa long séjour qu'on donne. Donc, il faut justifier que tu as les moyens, donc l'argent qu'il faut pour tenir une année d'études en France. Donc, après l'accord préalable de Campus France, il faut le justificatif de ressources financières. Et ensuite, il faut que tu justifies aussi que tu as où loger quand tu arrives en France. On ne peut pas te donner le visa en sachant que tu es potentiellement un SDF. Et voilà, espérer débarquer en France et devenir emploi pour l'État français. Donc, c'est important aussi de justifier que tu as un logement en France. Et suivant les pays, il faut parfois, dans certains pays, c'est impératif de faire l'assurance voyage et ensuite une réservation de billets. Dans d'autres pays, il ne faut pas forcément faire l'assurance voyage, mais la réservation de billets demeure. Et voilà, et il faut aussi mentionner que l'ambassade est libre de donner le visa à qui elle veut. Voilà, donc ce n'est pas parce que vous avez reçu une admission, vous avez tous les papiers que l'ambassade est obligée de vous donner. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui sont dans le secret de l'ambassade qui jouent sur l'octroi ou non du visa. D'accord. En gros, ce que vous voulez dire, le fait d'avoir une acceptation, une admission dans une université française, d'avoir l'accord préalable d'inscription de Campus France et de disposer des fonds nécessaires pour étudier en France, avec l'assurance voyage, le logement, tout ça, ne garantit pas un visa. Mais ça optimise le visa à partir du moment où tu fournis les bons documents. Parce que l'ambassade n'est pas dupe. Il y a beaucoup de faux documents aussi que les gens fournissent. Les gens s'arrangent à avoir et parfois ça joue en leur défaveur. Tu as un très bon projet, mais parce que tu n'as pas pensé le projet en amont, en sachant qu'avant de rentrer dans ce process, à ce moment donné, il me faut justifier de telle ressource. Tu te retrouves en fin de procédure et tu cherches des raccourcis pour justifier en utilisant souvent les méthodes peu orthodoxes. L'ambassade n'est pas dupe, ils sont dans nos pays avec nous, donc ils savent beaucoup de ce que nous faisons. Et la plupart du temps, c'est des raisons pour lesquelles les gens reçoivent des refus de visa. Je sais qu'on est à une étape importante du processus, mais je vais un peu rigoler en disant, par exemple, qu'on parle des documents pas fiables que les gens amènent à l'ambassade. Il y a beaucoup d'étudiants aussi, lors de Campus France, qu'est-ce qu'ils font? Ils fournissent des relevés falsifiés sur la plateforme. Ça, c'est à leur risque et péril parce que Campus France vérifie. Moi, je sais que Campus France, dans certains pays, vont jusqu'à vérifier auprès des écoles l'authenticité de
de l'authenticité des documents que vous dites avoir reçus de ces écoles-là. Et quand c'est faux, ça vous rattrape. Ça vous rattrape. Impérativement, forcément, ça vous rattrape. Donc, il ne faut pas faire l'erreur là de chercher à fournir de faux documents. Quand tu rentres dans une procédure, vas-y avec ce qu'on te demande. C'est ça. Et puis, comme j'aime le dire, ne pensons pas ou bien ne cherchons pas à être plus intelligents que le monde. OK ? La France dit que pour venir étudier sur son territoire, il faut avoir tel et tel document. Donc, fournissez les documents qu'il faut et ce sera simple. Je suis le sujet là. Je ne vais pas donner le nom de l'école. C'est une école togolaise pour ne pas faire mauvaise publicité. Il paraît qu'il y a un de les étudiants qui veut forcément faire Campus France. Les gens veulent tellement partir qu'ils sont capables d'aller falsifier des relevés pour mettre des grosses notes, des grosses moyennes pour pouvoir partir. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, l'ambassade est capable d'appeler l'école pour vérifier vraiment si l'étudiant a fréquenté chez vous. Si oui, d'accord, il a eu son diplôme en quelle année? Est-ce que c'est les vraies notes qu'il nous a communiquées, tout ça? Et le jour là, je pense que le directeur de l'école est venu dans la salle et après l'étudiant pour lui dire Campus France m'a appelé pour me dire que tu as ci, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Est-ce que c'est vrai? Donc, je dis ça, c'est pour dire aux étudiants qui veulent faire Campus France, qui n'ont pas de bonnes notes, qui veulent falsifier les relevés, que ne pensez pas que Campus France est dupe. Ben, ils vont vérifier. Ils vérifient, ils appellent même l'école, ils sont capables de venir dans l'école pour vérifier vos relevés parce que vous savez que l'école garde des archives. On va vérifier si vraiment c'est vous. Et j'ai lu, vous confirmerez, que si jamais on vous attrape en train de faire ça, vous avez interdiction d'aller en France pendant 5 ans, je pense. Et même plus, parce qu'à partir du moment où tu es le genre de personne qui fournit les faux documents, tu deviens pas du tout recommandable pour rentrer dans le pays. Donc, ils sont libres de t'imposer quelques restrictions qu'ils voudront parce que tu as fourni de faux documents. Ça, c'est impardonnable. Ok. Revenons à l'étape des procédures. J'aime quand tu reviens dans mon activité. Merci beaucoup. Là, tu m'as envoyé encore un peu. Monsieur Agbenyar, oui. Pour aller en France, il faut de l'argent. Il faut les moyens qu'il faut. Mm-hmm. C'est que tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas aller en France. Parce que vous l'avez dit, tu l'as dit, l'État français, tu ne vas pas aller devenir un poids pour l'État français. Donc, il est très important d'avoir les moyens pour aller étudier en France. Et vous avez dit tout à l'heure que c'est 400, s'il vous plaît 404 000 francs par mois. 404 000 francs par mois. Au moins par dose. Pourquoi le au moins? Alors, selon les villes, il y a certaines villes de France qui coûtent plus cher. Quand on dit 615 € le mois, au minimum, c'est que de ce montant-là, chaque étudiant va prendre en compte son loyer et ses frais de subsistance. Donc, d'une ville à une autre, les loyers peuvent varier. Et quand tu te retrouves dans une ville où le loyer est plus cher, tu vas pas... Enfin, parfois même 600 €, c'est ce que te coûte un petit studio le mois. Et tu ne vas pas tenir quand même tes autres besoins avec 15 €. Du coup, il faut au moins 615 €. Mais l'idéal serait aujourd'hui, et puis enfin, ces chiffres-là doivent être revus à la hausse parce que le coût de vie naturellement monte chaque jour. Et 615 € a été mis comme minima depuis un bon moment, alors que le coût de vie grimpe tout le temps. Et voilà, donc c'est le minimum. Et à chaque parent de savoir par rapport à la ville dans laquelle l'étudiant va, comment il faut estimer. Et nous, EduPass, nous sommes là pour les aider à faire ces estimations. Avec l'expérience que nous drainons, nous pouvons les aider à évaluer ce qu'il leur faut pour tenir selon la ville de France. Voilà. Il y a une question que je me pose. C'est plus... est-ce que, quand vous parlez de... Il faut avoir les fonds nécessaires, il faut avoir un logement en France, est-ce que les fonds de logement sont défaqués des 400, des 615 € qu'il faut avoir, ou bien il faut avoir les 615 x 12 et aussi louer dont... Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui, je vais même un peu revenir derrière pour expliquer le justificatif de ressources financières.
C'est le document que Edupass édite, c'est l'attestation de virement irrévocable. Ce document prouve que vous avez, auprès d'Edupass, bloqué le montant qu'il vous faut par an sur un compte en France et qu'Edupass vous délivre le document qui atteste que vous recevrez de manière mensuelle et irrévocable le virement de 615 € au moins ou plus si on s'accorde et que vous bloquez plus. Donc, maintenant, de ce virement-là, dépendra ou bien sera pris en charge votre loyer et autres. Donc, du coup, le premier document, c'est l'attestation de virement irrévocable et le deuxième document, c'est le justificatif de logement. Le justificatif de logement, il faut d'abord prendre un logement. Donc, faire tout ce qui est lié au logement, soit le contrat de bail, soit la réservation de résidence. Et ensuite, avant de partir, avoir tout ce qu'il faut. Quand vous arrivez en France, maintenant, votre virement sert à payer votre loyer. Ce n'est pas ça qui paye votre caution. Parce que vous aurez payé en amont la caution avant d'avoir le contrat de bail. D'accord. Maintenant, j'ai mon attestation d'inscription préalable. C'est ça, non? API. Accord préalable d'inscription. Accord préalable d'inscription. Comment Edupass m'aide à avoir mon visa? Comment Edupass t'aide à avoir un visa? On va dire plutôt comment Edupass t'aide dans la procédure consulaire. Donc, Edupass t'aide dans la procédure consulaire en te fournissant 2 services d'Edupass. Le premier, c'est l'attestation de virement irrévocable. Donc, tu viens auprès d'Edupass ensemble avec les équipes d'Edupass ou le conseiller d'Edupass qui te prend en charge. Vous évaluez le montant minimum de ton AVI. Vous bloquez le montant requis auprès d'Edupass. Et ensuite, Edupass délivre l'attestation de virement irrévocable. Et le deuxième service, c'est que Edupass t'aide à trouver le logement. Nous avons un dispositif qui couvre toute la France et même les territoires d'outre-mer, qui nous permet de trouver en temps record les logements étudiants à tous ces étudiants-là qui ont déjà obtenu une admission et qui sont dans la procédure consulaire. Donc, ces 2 documents qui sont un casse-tête, un véritable casse-tête pour les étudiants, l'aide que nous offrons, c'est que nous venons avec un service qui répond à ces 2 problématiques. Et pour certains de nos étudiants, nous les orientons même pour les questions d'assurance voyage où nous leur offrons. Parfois, l'assurance voyage, ça dépend de la période dans laquelle tu viens postuler pour ton AVI à Edupass. Et voilà, donc c'est en cela que nous aidons. Mais je n'aime pas trop aider à avoir le visa parce que ce n'est pas nous qui donnons le visa. Vous aidez à maximiser les chances d'avoir le visa. Voilà, nous maximisons vos chances à travers des documents qui sont crédibles et authentiques. Voilà. Nous sommes au Togo. Oui. Est-ce que Edupass est seulement au Togo? Edupass aujourd'hui est dans 15 pays d'Afrique, 15 pays d'Afrique francophone et en France. Et donc, nous avons une belle couverture. Nous sommes parmi ceux qui maîtrisent un peu plus l'Afrique francophone. Nous sommes en phase de boucler 20 pays d'Afrique d'ici la fin de cette année. En gros, vous voulez dire que vous êtes les boss du game? Je suis modeste, c'est mon autre prénom. Donc voilà, nous travaillons à quand même être un acteur incontournable du game. Intéressant, très intéressant. Très intéressant. Mais ça, c'est les services que fournit Edupass. Maintenant, si moi, je poursuis la Campus France, on me prend pas. Alors, je veux revenir sur cette question aussi parce que tu postules à Campus France, on ne te prend pas. C'est un lot d'étudiants énorme et souvent qui sont perdus et parfois qui ne se retrouvent pas. Comme je l'ai dit d'entrée de propos, il faut impérativement recadrer ton projet, voir tes forces et tes faiblesses. Si Campus France ne t'a pas accepté, il y a des critères qui entrent en jeu. Donc, sur la base de ces critères-là, pouvoir se remettre sur les selles. Tu as donné l'exemple de ton ami qui a fait Sénégal avant de faire Campus France, mais
aucun moment, il ne faut arrêter d'étudier. Il ne faut pas, parce que on n'a pas été accepté pour la France, laisser tomber les études ou voilà, ne pas se retrouver. Ce n'est pas possible. Donc, il y a plusieurs destinations d'études. Parfois, la France n'est pas la destination qu'il te faut par rapport à ton profil. Donc, il faut ne pas fermer les autres portes. Et j'invite souvent les étudiants d'Afrique francophone, parce que les anglophones n'ont pas beaucoup trop ce problème-là. Les anglophones, ils sont beaucoup focus. Quand ils veulent quelque chose, ils savent que oui, parfois, on ne va pas atteindre le 4e étage tout de suite. Si l'ascenseur ne marche pas, il faut passer par le 1er étage. Parfois, le 1er étage, c'est la Tunisie, c'est le Maroc, c'est parfois l'université de Lomé. Voilà. Donc, il faut quand même, c'est parfois, voilà, les écoles qui sont disponibles ici, commencer et puis se projeter par la suite. Donc, si Lawson, la Témaoto n'est pas acceptée par Campus France aujourd'hui, il ne faut pas que Lawson, la Témaoto arrête d'apprendre, mais il faut que Lawson, la Témaoto se projette et voit dans quelle mesure il doit continuer dans une autre destination, même faire le début de ce qu'il veut faire ici et se projeter par la suite. Mais à aucun moment, il faut arrêter d'apprendre. Je récapitule encore. Si tu as 5 millions minimum pour aller étudier en France et que la France n'a pas accepté ta candidature, ça ne veut pas dire que tu n'as pas... Déjà, c'est que tu as la somme là. C'est pour ce que tu as postulé pour Campus France. Bah, si on ne te prend pas, prends la somme là pour aller dans un pays, dans un autre pays, pour continuer les études, si les études sont importantes pour toi. Si tu veux étudier, parce que là aussi, c'est une question. Beaucoup, et c'est le travail souvent des autorités consulaires, déceler ceux qui ne veulent pas aller étudier, mais ils font comme s'ils voulaient aller étudier. Voilà. Et puis, c'est autre chose. On veut donner la place. Imaginez, il y a certains qui sont convaincus qu'ils ne vont pas l'étudier, mais ils ont, je veux dire, spolié les places de ceux-là qui voulaient étudier en vrai. Mais en fin de compte, ils se retrouvent en France, ils ne vont pas étudier. Donc, c'est un travail de titan que les autorités compétentes font pour déceler ceux qui ont les bons projets de ceux qui ont les moins bons, ceux qui n'ont même pas de projet d'études en vrai. Maintenant, moi, qui ne reçoit pas d'admission sur Campus France et que je tiens vraiment aux études, je tiens vraiment à continuer à atteindre vraiment la fin de mes objectifs d'études. Comment est-ce que EduPass pourrait toujours m'aider? De base, ce n'est pas un service EduPass, mais responsabilité sociale l'oblige. Et ayant une couverture dans un certain nombre de pays, EduPass pourrait te référer. Mais ce n'est pas dans nos cordes d'aider à étudier dans d'autres pays. Nous avons des accréditations, nous avons des services bien déterminés. Mais naturellement, vu la couverture que nous avons, vu l'expérience que nous avons dans le domaine, nous pouvons te conseiller, nous pouvons te donner des pistes et à chacun de choisir ces pistes-là. Peut-être que c'est pas, tu l'as dit, mais je vais me permettre d'insister un peu, que c'est pas vos services et tout ça. Mais est-ce que ces partenaires, ces pistes-là que vous avez, permettent d'étudier dans quel pays, par exemple? Dernièrement, par exemple, j'ai été invité par une école partenaire à Dubaï pour parler de la procédure d'études à Dubaï. D'études en France en partance de Dubaï. Ok. Tu vois un peu? Ouais. Beaucoup ne savent pas que Campus français est à Dubaï. Et alors que l'école, là, par exemple, a beaucoup d'étudiants africains, francophones, qui, après un diplôme, veulent continuer. Et donc, nos services répondent à leurs demandes aussi. Donc, j'étais à Dubaï pour présenter nos services à ces étudiants-là. Et voilà, si par exemple, on veut parler de destination d'études pour des étudiants en provenance de pays francophones, les gens ne réalisent même pas qu'on peut aller étudier à Dubaï. Ça, par exemple, c'est un exemple. De la même manière, la dernière fois au Maroc, en Tunisie, on a des écoles partenaires qui nous invitent à venir encadrer dans la procédure d'études à l'étranger, leurs étudiants. Et voilà, donc il y a quand même un certain nombre de partenaires. Mais comme j'aime le dire, je me contente de ce que j'ai comme service. Et le reste,
voilà, je classe ça dans ce que je peux faire pour accompagner mes frères et sœurs. Je ne vais pas me retenir quand même de leur monter les pistes, de leur donner les conseils, de partager. Voilà. Maintenant, ce sera à eux-mêmes de savoir ce dans quoi ils se jettent. Monsieur Guignan, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir déjà accepté mon invitation, de t'être ouvert à toutes mes questions. On n'a pas le choix. Si l'information des étudiants, ils cherchent dans la nuit, je suis dans la nuit pour le leur fournir. Donc, c'est pour moi une joie aussi de me retrouver dans cette émission de jeunes et de pouvoir parler de ces questions-là qui sont importantes. Notre leitmotiv à EduPass, c'est justement d'aider nos jeunes frères à éviter de faire certaines erreurs, parce que EduPass, c'est un projet qui a été mis en place par des jeunes africains qui ont étudié en France et qui ont fait face à un certain nombre de problématiques, dont les questions d'AVI et de logement, donc pour faciliter les choses et pour éviter à ces jeunes frères de tomber dans les faux. Nous avons mis en place des dispositifs qui sont authentiques et sécurisés pour leur permettre d'avoir les solutions. Du coup, c'est toujours une joie et c'est toujours pour moi un must de venir partager l'information où il faut pour que mes jeunes frères soient édifiés. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'interview et je vous donne 30 secondes pour parler aux jeunes, des étudiants qui ont été acceptés, les dispositions à prendre pour partir déjà et qui n'ont pas été acceptées, ce qu'il faut faire. Je sais que vous l'avez dit, mais j'aime que vous fassiez un récap rapidement. Alors, pour tous mes jeunes frères qui ont eu une admission sur Campus France et qui sont en phase d'aller faire la demande de visa, il faut faire très attention. Il ne faut pas, à cette étape, à cause de ce que vous cherchez, des facilités, fournir des faux documents, parce qu'il y a les tontons qui vous diront non, j'ai un compte en banque, je vais te faire une attestation, après quand tu vas avoir le visa, tu vas te débrouiller. Les ambassades ne sont pas dupes et la plupart du temps, vous perdez de l'argent sur ces gens-là. Et en fin de compte, vous avez des refus de visa, vous allez accuser les sorciers du village alors qu'ils n'en ont pour rien. Donc, il faut fournir les bons documents. Nous sommes là pour vous accompagner et vous garantir que nous, à travers nos documents authentiques, nous allons optimiser vos chances d'obtention du visa. Et pour ceux qui n'ont pas été acceptés sur Campus France, prenez le temps de réfléchir. Nous sommes dans la période des vacances, ce n'est pas encore fini. Beaucoup de destinations ont encore leur procédure d'admission ouverte. Concentrez-vous. Si vous avez effectivement un projet d'études dans ces destinations-là, c'est le moment de chercher les bons pays et de chercher les bonnes écoles. Donc, ce n'est pas une fin de ne pas avoir une admission, mais c'est surtout le moyen de savoir ce dans quoi vous devez vous jeter par rapport à votre profil et aussi à vos capacités. Donc, restez focus. Parfois, si l'ascenseur ne travaille pas, prenez les escaliers. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Je serai très honoré de revenir. Je vous inviterai encore. Dans la nuit. Ça marche.